Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. Aujourd'hui on va faire suite à ma toute première vidéo sur la chaîne YouTube Digimon Adventure. On va parler cette fois-ci donc de la seconde saison Zero Two qui est donc sortie juste après la première et qui se déroule dans les faits 3 ans après les aventures donc de Taichi et ses compagnons. Cette série donc est composée de 50 épisodes et en France il fallait la regarder sur Fox Kids au début des années 2000 pour pouvoir la suivre, TF1 n'ayant diffusé que quelques épisodes et comme toujours à l'époque de manière très éparse. Donc souvenez-vous, on avait donc laissé nos héros à la fin de la première saison retourner dans le vrai monde et quitter les Digimon. 3 ans plus tard, que sont-ils devenus? Que va-t-il se passer? C'est tout là l'intérêt de Digimon Adventure 02. A savoir qu'il y a un film entre les deux saisons qui a été donc diffusé et qui se déroule 6 mois après la première saison et j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Inutile de l'avoir vu pour regarder la seconde saison, même si ça rajoute pas mal d'intérêt de background au personnage. Quand la saison 2 commence, on retrouve donc le monde digital et on voit la plupart des Digimon, notamment ceux que l'on a connus, Tailmon, Patamon, Palmon, Agumon et les autres, s'enfuir sous les coups de l'empereur Digimon, donc d'un humain qui donc a investi le monde digital, qui a subi sa domination. Les Digimon, notamment Agumon, vont appeler à l'aide leurs amis humains. C'est ainsi que en tout début, Taichi va se retrouver donc dans le monde digital à nouveau, accompagné de Hikari, Takeru et un nouveau personnage, Desuke. On en parlera plus tard. Et là, on va découvrir donc toute l'intrigue de cette première partie de saison, les tours noirs, les anneaux maléfiques donc contrôlés par l'empereur, qui contrôle les Digimon et qui les empêche surtout aussi avec les tours noirs de se digivolver, d'évoluer dans leur niveau supérieur. Heureusement, le monde digital donc va choisir des nouveaux héros, donc Desuke qui était avec eux, une nouvelle, Miyako, un nouveau, Yori, ainsi que Hikari et Takeru qui seront donc appelés à retourner donc sauver le monde digital et le vrai monde. Et donc ces 5 personnages vont donc devoir, grâce à des nouvelles évolutions, les évolutions cuirassées avec des digi-eggs, des œufs représentant leurs facultés, comme dans la première saison il y avait donc le courage, l'amitié, la sincérité, l'innocence, la connaissance, l'amour. Toutes ces qualités là vont être donc dispersées chez les 3 nouveaux, Takeru et Hikari, reprenant évidemment leur qualité de l'espoir et de la lumière. Et c'est ainsi qu'on est donc transporté donc dans ce nouvel univers, donc dans cette nouvelle saison, avec des nouveaux personnages, des nouveaux Digimon, des nouvelles intrigues et beaucoup plus de maturité. Mais avant toute chose, il est peut-être temps de vous présenter les nouveaux personnages et aussi nos anciens personnages qui vont revenir et découvrir ce qu'ils sont devenus. On commence donc avec Desuke Motomiya, donc qui est le nouveau leader, le nouveau chef, le nouveau Taichi, si on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, Taichi va lui léguer ses lunettes en signe de passation de pouvoir, on va dire ça comme ça. Desuke, c'est une forte tête, il est fan de football, il est très doué au football d'ailleurs. Il va à l'aventure sans réfléchir, il a un côté un peu comique, un peu gag, un peu comme Taichi pouvait l'avoir. D'ailleurs, il est le digne successeur du premier. Il a aussi une part un peu de Yamato, vu qu'il va développer la qualité de l'amitié, en découvrant l'amitié, la fidélité, la sincérité pour ses amis. C'est vrai que Desuke est prêt à tout pour les sauver, pour les aider. Et il est aussi un petit peu amoureux, il en pince un peu pour Hikari, même si visiblement ce n'est pas réciproque. Et le compagnon donc de Desuke, c'est Vimon. Vimon qui est un Digimon un peu dinosaure bleu, qui donc va l'accompagner partout, vu que ça sera son partenaire. Et les deux forment un duo parfois très comique. Miyako Inoue va être donc l'une des nouvelles représentantes de cette équipe pour le côté féminin. À la différence de Sora et Mimi, même si elle partage quelques points communs avec elle, c'est une geek de l'informatique, c'est un génie, c'est un petit génie. Elle se rapproche donc d'autant plus de Kushiro, avec qui d'ailleurs elle a pas mal de scènes, pas mal de liens, vu qu'elle fait office de nouveau génie dans cette aventure. Mais elle a un côté très fifi et très mimi d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'elle va l'idolâtrer, qu'elle va l'adorer, parce qu'elle partage beaucoup de choses en commun. Miyako n'est pas qu'un génie, c'est aussi quelqu'un de très émotif, très sensible, très affecté par la mort, notamment des Digimon. Ça rappelle évidemment Mimi dans la première saison. Et elle va avoir pour partenaire Hawkmon, qui est un oiseau, et qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus tempéré et raisonné qu'elle ne peut l'être. Le dernier nouveau, lui, c'est Yori, qui vit avec son grand-père et sa mère. C'est un jeune homme très sage, très bien élevé, très poli, qui fait du judo, du taekwondo, enfin une discipline de combat dont j'ai déjà oublié le nom, qui va avoir pour partenaire Armadimon, une sorte de dinosaure cuirassé lui aussi. Yori, c'est un peu le mélange de Kushiro et de Joe, avec le côté sage, réservé, honnête, altruiste. Et je le disais plus tôt, on va retrouver donc Takeru et Hikari, donc les héros de la première saison, qui étaient donc les plus jeunes, les plus en retrait peut-être. Là, ils vont être au centre de l'intrigue, parce qu'ils vont faire partie
de cette nouvelle bande d'élus. Donc Takeru a bien grandi, hein, donc il s'est rapproché de la ville vu que sa mère et lui ont déménagé et maintenant habite plus près des autres. Il va donc maintenant dans la même école et la même classe que Hikari. Hikari, hein, qui a aussi gagné elle en maturité, est devenue une fille encore un peu plus solitaire et mystérieuse que dans la première saison. Il y a certains épisodes qui vont nous le laisser entrevoir. Et ces deux figures-là, hein, Takeru et Hikari, font office pour les autres un peu de mentors, parce que eux ont déjà connu le monde digital, ont déjà connu ces événements passés. Et c'est vrai que c'est très agréable de les retrouver. J'aime beaucoup plus Takeru dans cette saison-là que dans la première. Hikari pareil. C'est deux personnages qui ont bien évolué. On retrouve évidemment Patamon et Tailmon, leur Digimon. À savoir que dans cette saison, Tailmon est un peu plus faible que dans la première. Ça s'explique visiblement parce qu'elle a perdu dès le début son anneau en or sur sa queue. Mais heureusement, j'y viendrai, des nouvelles Digivolutions vont leur permettre d'acquérir de nouveaux pouvoirs. Les anciens sont de retour, donc même s'ils ne sont pas là dans tous les épisodes, on les voit de manière assez fréquente, assez régulière et c'est cool. Parce que moi c'est quand même eux mes préférés, c'est eux que j'ai adoré retrouver. Donc parmi les anciens on a Taichi Yagami, hein, qui du coup est devenu un sportif accompli, bien évidemment, qu'il va toujours au lycée. C'est un peu toujours le chef du groupe, quoi qu'on en veuille. Yamato Ishida, lui, est devenu un musicien. Il est dans un groupe de musique, les Teenage Wolf. Il chante, il joue de la guitare, il est populaire, c'est une rockstar, il a beaucoup de groupies, c'est très rigolo. Il y a Asura Takenuchi, qui maintenant s'est mise au tennis. Elle est un peu moins garçon manqué que par le passé, elle est beaucoup plus féminine, elle se rapproche davantage de l'aspect de sa mère par rapport à ça. Kushiro Izumi, lui toujours un génie de l'informatique, il aide régulièrement les nouveaux, hein, en leur expliquant certaines choses, en leur donnant des conseils sur le monde digital, en faisant des recherches pour eux notamment. On a Joe Kido qui maintenant, lui est à l'université, hein, donc il est un peu plus retiré des autres, hein, vu qu'il a des études supérieures, il est toujours d'ailleurs plongé dans ses études, hein, c'est quand même sa marque de fabrique à Joe. Et enfin on a Mimi Tashikawa, qui est sans doute celle qui a encore une fois le plus évolué, étant donné que là désormais elle ne vit plus au Japon, mais ses parents après les événements de la première saison ont déménagé aux États-Unis, donc elle vit à New York, et donc à New York, voilà, elle devient une fille encore beaucoup plus libérée, beaucoup plus folle. Rien que sa tenue vestimentaire, ses cheveux le démontrent, hein, le laissent présager. Par contre, elle reste toujours égale à elle-même, innocente, sincère, charmante, évidemment toujours là pour ses amis. Et donc au niveau des ennemis principaux, on va faire le lien avec donc du coup les différents arcs de la saison. Je vais commencer donc par l'arc de l'empereur des Digimon, hein, qui va s'étaler sur la première partie, avec donc Ken Ishizuji, qui est en réalité un humain classique comme les autres et qui est en fait un élu et qui se transforme donc en empereur des Digimon pour pouvoir diriger le monde, assouvir le monde digital, hein. Il considère en fait que les Digimon ne sont pas réels, ne sont que des données informatiques et il ne voit pas en fait le mal qu'il fait en assiégeant comme ça ce monde-là. Donc il sera le premier ennemi qui, avec ses tours noires, empêche les Digimon de se digivolver classiquement. Ces anneaux maléfiques de contrôler les Digimon. Les héros principaux vont pouvoir l'affronter au fur et à mesure grâce à une nouvelle forme d'évolution, l'évolution cuirassée, qui va ainsi permettre, hein, donc à la plupart des Digimon d'avoir de nouvelles évolutions, notamment Patamon et Tailmon. Donc les héros de la première saison, même s'ils font office de mentors et sont régulièrement présents pour les aider à diverses occasions, elles sont quand même mis au second plan, hein, pour vraiment présenter la nouvelle vague de héros. Les différents épisodes sont plutôt sympathiques, s'enchaînent plutôt bien. On commence à découvrir notamment grâce à Mimi qu'il y a des élus un peu partout dans le monde. Là on le comprend avec Michael qui est donc un élu américain, qui lui-même est un élu, et c'est quelque chose qui va être intéressant notamment pour la fin de la saison. Évidemment, Ken va être sauvé, entre guillemets, il va être dans une certaine forme de rédemption à la fin, vu qu'il va devoir rejoindre le groupe des élus. Et on va découvrir lors d'un épisode un peu flashback qui le concerne, son passé. Passé très intéressant, où en fait son frère est décédé. Ils avaient un Digivice pour deux, donc on se rend compte qu'en fait le Digivice qu'ils ont eu étant enfant était en fait pour Ken. Son frère est décédé et c'est un peu pour ça que la personnalité de Ken a autant changé. Il a très mal vécu la mort de son frère. Donc un thème assez sombre, assez profond qui est abordé ici. C'est d'ailleurs le partenaire de Ken, à Wormmon, qui va finir par se sacrifier pour sauver Ken entre guillemets et le remettre du bon côté. Juste après ça, donc on a deux nouveaux antagonistes qui vont faire leur apparition mystérieuse, Harukenimon et son allié Mumimon. En réalité, en fait, ils sont composés de tours noirs. Ils apparaissent, ils sèment en fait le trouble dans le monde digital. Donc ils ont une apparence plus ou moins humaine, mais ce sont bien des Digimon, hein. Et donc de son côté, Ken, lui, qui culpabilise un peu du chaos, est en train d'essayer de remettre le monde digital à flot, hein, de le reconstruire au fur et à mesure, avec Wormmon, hein, qui est évidemment revenu à la vie. Donc ça, les autres élus vont le faire avec lui, hein. Donc tout le monde va donner sa main à la pâte pour reconstruire le monde digital, détruire les
le peu de tours noirs qui sont encore là. Mais Arukenimon et Mumimon transforment tour à tour en fait les tours noirs en Digimon maléfiques qui sont composés de rien du tout, notamment Black Wargreymon qui va être un Digimon maléfique d'une puissance mais phénoménale, qui est composé d'une centaine de tours noirs il me semble. Que ce Digimon est d'ailleurs hors de contrôle, il élimine vraiment tout ce qu'il trouve sur son chemin, et en fait Black Wargreymon essaie de trouver la raison de son existence. Il ne comprend pas qui il est, d'où il vient, et il veut vraiment retrouver ses origines. C'est encore une fois un destin assez sombre, assez compliqué, mais plutôt palpitant. Et en parallèle, il y a un autre individu, Yukio Oikawa, qui est en réalité le chef de Arukenimon et de Mimimon, qui lui parvient à ouvrir un portail virtuel qui accède au monde digital, et il va libérer ainsi de très nombreux Digimon sauvages et complètement incontrôlables aux quatre coins du monde réel. C'est la panique, c'est le chaos, donc pour certains ça rappelle les événements de 3 ans plus tôt. Donc au fur et à mesure, donc les héros vont acquérir de nouvelles évolutions, avec notamment la fusion de leurs Digimon, du moins pour les 6 personnages principaux de cette saison-ci. Avec donc ces Digimon éparpillés aux 4 coins du monde, il faut évidemment les retrouver. Donc la plupart des héros vont se séparer grâce à Imperial Dramon, qui est donc la fusion des Digimon de Daisuke et de Ken aux puissances ultimes. Donc c'est genre le Digimon le plus puissant pour le moment du groupe. Donc ils vont se séparer aux 4 coins du monde et on va découvrir de nombreux enfants élus, des adolescents élus. Donc ça va être super intéressant à New York, à Paris, en Inde, au Mexique et ainsi de suite. Donc là c'est vraiment des épisodes palpitants qui sont en 3 épisodes, le tour du monde pour récupérer tous les Digimon sauvages et perdus et les ramener dans le monde digital grâce aux ordinateurs. On va découvrir quelque chose d'encore plus horrible. Oikawa, donc l'humain qui contrôlait Arukenimon et Mimimon, lui en fait a injecté des spores dans plusieurs enfants qui se sentaient un peu seuls et qui ont été kidnappés à travers donc le Japon, des spores identiques à celles qu'il avait par le passé mis à l'intérieur de Ken et qui avait donc développé un peu un germe maléfique le permettant de le contrôler entre guillemets. Oikawa donc va vouloir lui en fait aller dans le monde digital. On découvre par son passé également par différents flashbacks que lui et le père de Yori donc étaient très amis et rêvaient d'aller dans le monde digital qu'ils avaient découvert étant très jeunes, très tôt. À la mort de son meilleur ami, évidemment, Oikawa a un peu sombré dans une certaine folie et lui son rêve est vraiment d'aller dans le monde digital. Encore une fois, c'est un méchant au passé complètement triste et sombre, et on va découvrir au final que tous ces événements sont en fait établis depuis le début par la forme ultime et maléfique de Vendémon. Vendémon qui est donc l'un des ennemis principaux de la première saison, qui en fait n'est pas mort, était là dans l'ombre et donc a manigancé tout ça depuis le début pour pouvoir assouvir le mal absolu. Il faudra donc évidemment l'aide de tous les élus du monde entier grâce à la lumière émanant de chacun d'eux pour pouvoir combattre Vendémon et le détruire grâce à tous leurs Digimon. Et la série Digimon Adventure 02 se terminera avec un bond dans le temps, dans le futur, de 25 ans plus tard, où on découvre un peu ce que les élus sont devenus. Ils ont des enfants, ils sont mariés, bien évidemment. Voilà donc un petit résumé condensé de ce que je pouvais vous présenter de Digimon Adventure 02. Maintenant, pourquoi j'aime cette saison, évidemment, pourquoi elle est intéressante, pourquoi il faut absolument la regarder quand on est fan de Digimon Adventure. Voici quelques raisons. Déjà, je l'évoquais un peu plus tôt, mais la maturité dont va faire preuve cette saison, c'est indéniable, elle a un niveau au-dessus de Digimon Adventure première saison, même si personnellement c'est la première, ma préférée. Celle-ci, on entre avec des personnages plus complexes, plus torturés, notamment chez les méchants. Si Vendémon, lui, le méchant final a des raisons toutes sommes classiques, les autres méchants qui vont l'entourer sont assez intrigants, assez intéressants. On commence par Ken, l'empereur des Digimon, c'est un humain, et quand on découvre son passé, la mort de son frère, tout ce qu'il a vécu, sa personnalité, la manière dont il s'accable de tout ça, sa rédemption aussi pour se racheter, je trouve ça assez intéressant. Tout comme le personnage autre humain de Oikawa, qui donc lui est un adulte, et en fait quand à la fin on se rend compte que c'est juste un humain qui était brisé, qui était manipulé par un mauvais Digimon, on ne peut être que triste, et son sacrifice pour sauver le monde digital est d'autant plus poignant à la fin. C'est comme les personnages de Arukenimon et Mumimon. Moi je les aimais bien, c'est un duo plutôt drôle, plutôt sympathique, qui n'étaient que des marionnettes au final pour Vendémon, et c'est bien dommage. Et leur fin est horrible, est atroce, la manière dont Vendémon va les tuer. Je
trouve ça mais tellement horrible que moi ça m'avait beaucoup choqué. Et enfin, autre méchant symbolique de cette saison, c'est Black Wargreymon qui recherche un sens à sa vie, qui cherche à savoir qui il est, pourquoi il a été créé. C'est un peu, pour faire penser un peu à Mewtwo, pour ceux qui ont vu Pokémon, le tout premier film, il a un peu le même background, le même genre de personnalité au final. Et donc, et pareil, le sacrifice qu'il va opérer pour sceller une des portes menant du monde réel au monde digital est d'autant plus poignant. C'est vraiment la saison de tous les sacrifices. Autre point, moi, que j'aime beaucoup aussi dans cette saison, c'est la nostalgie, les petits rappels à la première saison. Ils sont très nombreux. Je vais prendre par exemple l'épisode hommage où tous les héros de la première saison se retrouvent donc à la tour de télévision pour fêter leurs 3 ans de leur arrivée dans le monde digital, et notamment leur combat contre Vendémon. Et on voit que la tour est en fait hantée par le personnage de Wizardmon, le meilleur ami de Tailmon, qui s'était sacrifié dans la première saison, sans possibilité de revenir à la vie vu qu'il était mort dans le monde réel. Revoir aussi des fois des personnages comme les familles des héros, qui des fois prennent un peu plus d'importance. J'ai beaucoup par exemple aimé le passage de la maman de Kushiro, qui se rend compte qu'elle, contrairement à d'autres parents, elle ne peut pas aider tant que ça. Le père de Matt, la mère de Takeru, tous ces personnages, le père de Sora aident, et elle, elle fait à manger, parce que c'est sa seule manière de pouvoir aider, et je trouve ça vraiment très mignon, très touchant. Genai qui revient ici beaucoup plus jeune qu'auparavant, il a changé un peu son apparence, et il nous apprend que il y a plusieurs déjà Genai dans le monde, il y a plusieurs clones de lui, et que tous ont opéré notamment pendant ces 3 ans pour effacer toutes les données dans le monde réel qui pourraient incriminer le monde digital et laisser la porte au gouvernement ou à des armées de trouver leurs traces et de commettre un carnage tout simplement. Autre point très intéressant, lorsque Kushiro explique que les héros, donc les 8 héros de base, sont revenus entre temps dans le monde digital à la demande de Genai pour sceller le monde digital et le protéger davantage en sacrifiant leur pouvoir. Je m'explique, chacun donc des 8 personnages a le pouvoir d'une qualité. Ces qualités, chacun d'eux en fait les a mis à profit pour sceller le monde digital et le protéger ainsi. Ils ont perdu la possibilité de faire évoluer leur Digimon dans leur stade ultime, ce qui était vraiment dommageable dans cette saison-ci. Ils vont heureusement à la fin retrouver le pouvoir grâce à des sphères de lumière offertes par Azulongmon. Azulongmon qui est un des 4 dieux de la mythologie Digimon. Cette mythologie est enfin développée et dévoilée via Azulongmon, qui est donc lui le représentant des pouvoirs de Hikari et Takeru, l'espoir et la lumière. Il va donc nous expliquer que 4 dieux, donc chacun des dieux évidemment dispose de 2 des pouvoirs des élus, sont là pour protéger le monde digital. Dans sa quête de découvrir qui il est, Black Wargreymon va détruire les pierres du destin, les unes après les autres, forçant ainsi l'apparition des dieux pour pouvoir s'expliquer et les combattre, bien évidemment. Et c'est là où on découvre en partie une mythologie plus profonde qui rejoint celle de la première saison, avec notamment tout un passage où on retrouve les maîtres de l'ombre, les 4 maîtres de l'ombre, les Dark Masters, qui ont donc combattu par le passé les 4 dieux du destin. Et petit spoiler, mais il faudra découvrir Digimon Adventure 3 pour en découvrir d'autant plus cette mythologie qui sera encore une fois avancée et prolongée. Parlons amour maintenant, avec des personnages que l'on retrouve en couple, et on ne s'y attendait pas du tout. Je pense notamment à Yamato et Sora. Oui, officiellement ils sont bien en couple. La jeune fille donc sort avec lui, va voir son concert, lui offre des chocolats, et semble très gênée notamment par rapport à Taichi. Rien d'étonnant, dans le film qui fait le lien entre la saison 1 et la saison 2, la jeune rousse sortait avec Taichi. Là elle sort avec Yamato, donc son meilleur ami. Un triangle amoureux très intéressant, très surprenant, et d'ailleurs on découvre dans l'épilogue de fin qu'ils se sont mariés, Yamato et Sora, donc ça a beaucoup surpris les gens, mais le créateur de la série avait dit à l'époque, donc le superviseur des 2 premières saisons, qu'à la base, avant même l'idée qu'une 2e saison soit développée, la première saison devait se terminer déjà avec un saut dans le temps, où les personnages se seraient retrouvés au mariage de Yamato et Sora justement. Autre triangle amoureux qui n'en est au final pas vraiment un, c'est celui de Takeru, Hikari et Daisuke. On sent bien que Takeru et Hikari sont très proches, sont très complices, sont très fusionnels. Ils ont vraiment un lien tous les deux, c'est indéniable, ils ont vécu une première aventure ensemble. Daisuke ne pourra rien faire contre ça, il n'a pas le choix. Et lui, il est complètement full love, in love de Hikari. Celle-ci s'en rend bien compte, mais elle n'est pas intéressée. Et c'est vraiment des fois très triste à voir, on a un peu de peine pour Daisuke. Et moi, mon grand regret, c'était celui de Mimi et Joe. Mimi et Joe, qui étaient très proches dans la première saison, qui avaient vraiment aussi un lien,
le sont beaucoup moins dans cette deuxième saison. Je me rappelle qu'avant que la saison 2 ne sorte, tous les magazines, tous les machins n'arrêtaient pas de dire que Mimi et Joe sortaient ensemble, ils avaient un lien très proche. J'ai attendu cette saison 2 mais avec tellement d'impatience pour découvrir cette réalité-là qui n'en était pas une, tout simplement. Surtout qu'à la fin, dans l'épilogue, on ne sait pas vraiment avec qui Mimi et Joe sont réellement, et c'est bien dommage. On pourra peut-être se rattraper avec le 4e film qui sort tout prochainement. Alors c'était tout aujourd'hui pour cette vidéo qui est déjà plutôt longue, hein, évidemment, comme la première que j'ai faite sur Digimon. À vos claviers, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Digimon Adventure 2e saison. D'autres vidéos sur Digimon vont bientôt venir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéo également vous aimeriez, quel type de personnage vous souhaiteriez que je mette à l'honneur lors de vidéos. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup les geeks.